Le Burkina Faso, le Togo, le Niger et le Bénin veulent relever ensemble le défi de la lutte contre le terrorisme. Ils décident de renforcer la coopération sécuritaire avec un accent particulier au niveau des frontières. Les ministres des Affaires étrangères, de la Sécurité et de la Défense de ces 4 pays ont tenu une rencontre à Ouagadougou. Au terme des travaux, ils ont fait le point au président du Faso. Dans l'actualité également, le point de la mise en œuvre de la télévision numérique de terre au Burkina Faso. Des avancées sont enregistrées sur le plan technique, mais le paiement de la redevance peine à se réaliser au niveau de la société burkinabé de télédiffusion. La situation a été expliquée au Premier ministre, la teneur à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, nous parlerons du transfert des ressources et compétences aux collectivités territoriales dans le domaine de l'éducation. Le sujet est au centre d'une concertation entre les acteurs du ministère de l'Éducation nationale et ceux des collectivités territoriales. L'ambition, c'est de rendre effectif le transfert des ressources et compétences dans le secteur de l'éducation conformément aux objectifs du Plan national de développement économique et social. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cela dit, la situation sécuritaire au Burkina Faso, au Niger, au Togo et au Bénin a fait l'objet d'échanges cet après-midi au palais de Kosiam. Le président du Faso s'est entretenu avec les ministres des Affaires étrangères, de la Sécurité et de la Défense de ces 4 pays. Le défi, c'est de renforcer la coopération entre ces pays pour faire face à la menace terroriste. Le point avec Daouda Ouattara et Aruna Mari. Réunis à Ouagadougou sur la situation sécuritaire à leurs frontières, les ministres de la Défense, de la Sécurité et des Affaires étrangères du Togo, du Bénin, du Niger et du Burkina Faso livrent ici à Roch-Marc Christian Kaboré les conclusions de leurs travaux. Ensemble, ces pays voisins veulent contrer la menace terroriste. Vous connaissez tous la situation de l'Est du Burkina qui correspond donc à la frontière du Bénin, du Niger et du Togo. Notamment, on peut citer les parcs 3W et les parcs de la Pendiari. Et les chefs d'État de ces 4 pays ont souhaité qu'il y ait des actions concertées, des opérations conjointes à ces frontières-là pour donc endiguer la menace terroriste qui est dans cette région depuis le mois de février en ce qui concerne la partie du Burkina. Sous l'impulsion donc de nos chefs d'État pour voir quelles sont les actions que nous pouvons mener ensemble, les échanges d'informations qu'il peut avoir et également comment est-ce qu'on peut développer des formes de coopération en termes de renseignements, de sorte que le terrorisme qui est en train de vouloir naître dans cette zone-là ne puisse pas prospérer. Leur présence là a des conséquences économiques graves. Tous les touristes qui venaient au Burkina pour visiter le parc de la Panjari ne viendront plus. Tous les touristes qui venaient au Niger pour visiter le W ne viendront plus. Tous les touristes qui venaient pour visiter le parc de la Panjari au Bénin ne viendront plus pour des raisons de sécurité. Même si ces 4 pays vivent la menace à des degrés divers, ces émissaires sont formels. Prendre les devants est la bonne option pour empêcher l'ennemi de tisser sa toile. Plusieurs options, dont l'option militaire, sont déjà sur la table. Les ministres de la Défense de ces 4 pays vont bientôt se retrouver pour affiner leur stratégie. Avant le palais de Kosiam, les ministres des Affaires étrangères, de la Sécurité et de la Défense du Burkina Faso, du Togo, du Niger et du Bénin ont tenu la rencontre sur la lutte contre le terrorisme. Les débats se sont focalisés sur la lutte contre l'insécurité au niveau des frontières de ces 4 pays. Retour sur l'ouverture des travaux avec Roger Kam, Gérard Sommet et Vincent Tchendrebigo. C'est une rencontre des ministres des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité du Niger, du Bénin, du Togo et du Burkina Faso. Une rencontre ministérielle de ces 4 pays qui se penche sur la situation sécuritaire au niveau des frontières. La présente rencontre témoigne de la volonté et de la détermination de nos chefs d'État d'agir ensemble comme partout ailleurs où le terrorisme a pu être maîtrisé, voire éliminé. Nous avons donc la lourde responsabilité de convenir de dispositions précises en vue de venir à bout de ce phénomène
qui prend des proportions inquiétantes dans la sous-région. La rencontre de Ouagadougou, je l'espère, débouchera sur des solutions opérationnelles et précisera des actions concrètes à mener sur le terrain. Et nous sommes heureux d'avoir donc les responsables militaires et de la sécurité avec nous. Le cas de la région de l'Est au Burkina Faso, qui a connu beaucoup d'actes terroristes ces derniers jours, est ici évoqué par Alpha Bari, une région frontalière aux 3 autres pays, nécessitant ainsi une pression de tous les côtés pour réduire la marge de manœuvre des groupes terroristes. Et dans le combat contre le terrorisme et l'insécurité, les forces armées nationales reçoivent du matériel militaire. Le geste est de l'Union européenne qui estime la valeur des équipements à plus de 87 millions de francs CFA. La cérémonie de remise de ce matériel est intervenue hier au ministère de la Défense. Voyons cela avec Lassina Ouattara et Omar Zombri. Par ce geste, l'Union européenne remet officiellement aux forces armées nationales une contribution à l'effort de guerre contre le terrorisme. 150 équipements de protection individuelle composés de gilets pare-balles, de casques balistiques et bien d'autres. Un don destiné au bataillon burkinabé de la force G5 Sahel. Nous soutenons à hauteur de 100 millions d'euros la force conjointe du G5, mais aussi avec formation, aussi avec d'autres appuis. Et donc ici, c'était la première fois qu'on va donner de l'équipement pour le bataillon burkinabé. Ce don d'équipement entre dans le cadre de la concrétisation de l'opérationnalisation de la force antiterroriste du G5 Sahel. Pour le ministre de la Défense, ce geste, qui n'est pas le dernier, est à saluer. C'est une première étape d'une série qui va se poursuivre. Ce sont des équipements de protection individuelle et vous savez que c'est important d'avoir des casques balistiques, d'avoir des gilets pare-balles et d'autres types d'équipements pour protéger nos troupes. Il y aura d'autres équipements qui vont venir, mais je pense que cela concerne d'abord l'équipement du bataillon burkinabé qui est partie prenante de cette force conjointe du G5. Chaque équipement de protection individuelle coûte autour de 900 €, soit un peu plus de 500 000 francs CFA. Et l'ensemble de ce don est estimé à plus de 87 millions de nos francs. Autre titre de l'actualité, la télévision numérique terrestre est en marche au Burkina Faso sur le plan technique. Mais côté paiement de la redevance, les promoteurs de chaînes de télévision peinent à s'exécuter. La situation a été expliquée au Premier ministre ce mardi au cours d'une séance de travail que Paul Kabatseba a eue avec le comité de mise en œuvre de la télévision numérique de terre au Burkina Faso. Le point des échanges avec Césaire Carfo et Pascal Kani. C'est une séance de travail pour faire le point de la mise en œuvre de la télévision numérique terrestre au Burkina Faso. Les comités rassurent que du point de vue du déploiement technique, le Burkina Faso est sur la bonne voie. Seules quelques localités prévues ne sont pas encore couvertes et cela ne saurait tarder. Sur les 35 sites, il y a 29 qui sont opérationnels. Il y a 2 qui attendent donc les connexions avec l'électricité, mais il y a 4 autres qui ont des difficultés dans l'achèvement, notamment pour des questions soit sécuritaires, soit parce qu'il y a eu des retards dans la mise à disposition des parcelles par les localités. En revanche, le paiement de la redevance à la Société burkinabé de télédiffusion SPT pose encore problème. Certains médias demandent des aménagements supplémentaires pour s'acquitter de ses devoirs. Les discussions avec le ministère des Finances n'ont pas permis de dégager un consensus, alors le sujet est renvoyé à la fin du mois d'octobre. Il est important que nous ayons donc une situation harmonisée, afin donc que la SBT soit une entreprise qui ne soit pas déficitaire, mais également que les entreprises de presse puissent, selon leurs desiderata, soit à l'échelle nationale, soit à l'échelle régionale, être portées par la structure. Le ministère des Finances donc va accompagner la SBT dans ce travail d'achèvement des coûts de redevance et en fin de mois donc, nous prenons une décision finale sur cette question. En rappel, la SBT est une société d'État créée pour la diffusion des contenus des chaînes dans le cadre de la TNT. Une délégation de députés burkinabés séjourne à Genève en Suisse depuis le 12 octobre dernier et ce jusqu'à demain 17 octobre. Ces députés prennent part à la 139e session de l'Union interparlementaire. Le président de l'Assemblée nationale est de la partie et hier il a mené un plaidoyer sur le rôle des parlements dans la promotion de la paix et du développement à l'ère de l'innovation et des changements climatiques. Nous vous proposons ici un extrait de l'intervention de Alassane Bala Sakandé.
Le premier écueil de l'ère technologique est bien évidemment la fracture ou facture numérique qui sépare chaque jour un peu plus les infos pauvres des infos riches. Par ironie du sort et paradoxalement, le deuxième écueil se trouve être le libre et légal accès des forces du bien et celles du mal aux outils technologiques. En effet, autant les hommes épris d'humanisme y trouvent des moyens d'apprendre à lier le bois au bois, autant des groupes non étatiques y trouvent leur compte pour fabriquer des engins explosifs artisanaux qui sèment la mort et la désolation dans le Sahel, au Nigeria, en Syrie, en Irak et ailleurs dans le monde. La promotion de la paix et du développement dans un tel contexte pose nécessairement la double problématique de l'utilisation des opportunités offertes par les technologies nouvelles et la nécessité d'édicter des principes éthiques qui doivent les encadrer. À partir de cet instant, le rôle des parlements et des parlementaires devient évident, non seulement dans l'établissement ou le renforcement des passerelles entre scientifiques et citoyens d'une part, et entre scientifiques et politiques d'autre part. Mais cela, à mon sens, implique que le parlementaire lui-même soit régulièrement à jour de l'activité scientifique et technique, non pas forcément en tant qu'expert, mais en tant qu'utilisateur potentiel et acteur pouvant influencer les choix et politiques publiques dans la prise en compte des innovations et nouvelles technologies. Ici, au Burkina Faso, la loi sur le quota genre peine à être respectée, mais loin de se décourager, ses défenseurs poursuivent le combat. Ils estiment qu'une relecture de la dite loi permettra de la rendre effective pour les élections législatives et municipales. Ils sont en concertation à Ouagadougou en vue d'enrichir un projet de loi révisé sur le quota genre. Yacouba Gamene, Estelle Judith Assorba. La loi sur le quota genre, de nouveau sur la table de discussion. Adoptée en juillet 2009, cette loi qui fixe un quota de 30% au profit de l'un et de l'autre sexe aux élections législatives et municipales a montré ses limites dans sa mise en application. À titre illustratif, 10,23% de femmes députées et 2,53% de mairesses élu lors des échéances électorales de 2016. Pour relever le défi aux prochaines élections, le caucus genre de l'Assemblée nationale relance la réflexion sur la révision de cette loi. C'est l'occasion pour nous de faire une lecture alors, de cette loi afin que de façon consensuelle, nous puissions en tout cas trouver la formule qui sied pour que la loi soit efficace dans son application. Il s'agit d'examiner vraiment l'ensemble des difficultés, les difficultés qui se sont posées par rapport au positionnement des femmes sur les listes, par rapport donc aux résultats concrets obtenus sur le terrain. Pour le premier vice-président de l'Assemblée nationale, la loi sur le quota genre est complexe et sa relecture nécessite l'adhésion de tous les acteurs clés. C'est une loi très difficile en tenant compte des pesanteurs des réalités socio-culturelles du Burkina Faso. Il faut mesurer simplement le poids de la tâche, du travail que cet atelier-là va aborder et encourager tous les participants, en tout cas, à ne pas se réserver, à ne pas se priver pour aller dans le sens de conclusions pertinentes. Le projet de loi révisé avec les propositions concrètes et consensuelles sera transmis plus tard à l'Assemblée nationale pour adoption. Autre point de l'actualité, et nous revenons sur les activités commémoratives du 31e anniversaire de l'assassinat du président Thomas Sankara. Hier à Koudougou, l'Union pour la Renaissance Parti sankariste a fait le point de l'évolution du dossier Sankara au cours d'une conférence de presse. Une autre activité de l'UNURPS à Koudougou, c'est le dépôt de gerbes sur la fosse commune des soldats tombés le 27 octobre 1987 dans cette ville. Le point avec Issa Kafando et Frédéric Etienne Bassenga. C'est un temps fort de la commémoration du 31e anniversaire de la disparition de Thomas Sankara de l'UNIPS à Koudougou.
Benouende Sankara et quelques membres de son bureau exécutif rendent hommage à ces soldats du BIA tombés le 27 octobre 1987. Ils sont tombés au nom de la liberté, de la dignité. L'UNIPS ne peut pas les oublier. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas venir commémorer le 15 octobre 1987, parler de la renaissance du président Sankara sans ne pas avoir une pensée pieuse pour tous ceux qui sont tombés au nom de la liberté, au nom de la dignité, et qui ont payé vraiment cher de leur vie. Un autre temps fort, la conférence de presse. Pour Maître Benouende Sankara, Thomas Sankara est mort, mais ses idéaux restent plus que jamais d'actualité. Aujourd'hui, c'est devenu le creuset d'une réflexion africaine pour projeter surtout l'avenir de nos États, de notre continent. L'UNIPS fait un bilan positif de la majorité avant de situer l'opinion publique sur l'avancement du dossier Sankara. Le choix de Koudougou pour cette première commémoration hors de Ouagadougou n'est pas fortuit. Koudougou, la ville de Norbert Zongo, pour l'UNIPS, cette ville est plus qu'un symbole. L'autre activité organisée à Koudougou par l'UNIPS, c'est ce panel organisé donc à l'intention des élèves et étudiants. Thème de ce panel, le rôle et la place de la jeunesse scolaire et estudiantine dans la promotion du programme de l'UNIPS. En marge de la rencontre, il y a eu l'installation du président de la Fédération des élèves et étudiants de l'UNIPS et le lancement du centre de formation Thomas Sankara. On en sait plus avec Issa Kafando et Frédéric Etienne Bassenga. C'est à Koudougou que les élèves et étudiants de l'Union pour la Renaissance Parti Sankaris ont sonné le rassemblement. Pour cette commémoration du 31e anniversaire de la disparition de Thomas Sankara, ils ont réfléchi sur le rôle et la place de la jeunesse scolaire et estudiantine dans la promotion du programme de l'UNIPS. Au sein de l'UNIPS, le débat a été mené sur la capacité donc du programme alternatif Sankaris à aller à l'assaut de la jeunesse. Puisque, comme vous le savez, après l'insurrection des 30 et 31 octobre, le parti n'est pas arrivé à capitaliser cette poussée sankariste qui a été exprimée lors de cette période tumultueuse politique au Burkina Faso. Il a été unanimement décidé qu'effectivement on puisse mettre en place un cadre de réflexion, un cadre de partage d'expérience, un cadre de formation idéologique. Justement, c'est le président de l'UNIPS lui-même qui lance ce centre à partir de Koudougou. Ce centre sera le lieu de formation, de réflexion sur la vie et les convictions de cet homme qui a marqué incontestablement l'histoire du Burkina. Occasion également pour le président Benouende Sankara d'installer le président de la Fédération des élèves et étudiants de l'UNIPS. Autre point de l'actualité avec cette concertation entre les acteurs du ministère de l'Éducation nationale et ceux des collectivités territoriales. C'est une concertation qui devra déboucher sur une meilleure gestion des ressources et compétences transférées aux communes. L'effectivité de cette politique est une des étapes pour l'atteinte des objectifs du plan national de développement économique et social. Amadou Ilboudo et Léonore Ouedraogo Yerbanga. La problématique de la scolarisation des filles et l'exécution et le suivi des ressources et compétences transférées aux collectivités territoriales sont au cœur des journées de concertation entre le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et les collectivités territoriales. Selon le ministère, la construction d'infrastructures, le cartable minimum, le fonctionnement des écoles et la gestion des cantines scolaires sont entre autres les domaines dans lesquels le transfert semble efficace. Au niveau de Komki Ipala, le transfert de compétences se fait assez avancé. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, c'est surtout avec le contrôle financier. Parfois, nos documents traînent au contrôle financier et ça nous met parfois du retard. Et cette concertation entend venir à bout des difficultés à travers une mise en commun des expériences. Il y a des communes qui ont fait du très bon travail, donc nous puissions échanger les bonnes pratiques, mais aussi regarder ensemble
voir comment le gouvernement pourrait contribuer à alléger un certain nombre de procédures afin de faire en sorte que ce transfert de compétences aux communes là soit une réalité. C'est important de le faire parce qu'on ne peut pas à partir du niveau central arroser tous les secteurs de notre pays. Les journées de concertation entre le ministère en charge de l'éducation et les collectivités territoriales ont débuté l'année dernière dans le but de renforcer la collaboration entre les deux parties. Et le ministère entend les institutionnaliser. À présent, les nouvelles du jour sur le procès du putsch de 2015. À la base, ce 16 octobre, l'homme politique Léonce Koné, ancien président du directoire national du CDP, il plaide non coupable sur les faits d'accusation portés à son encontre. Avant lui, c'est Minata Gelware qui a terminé son interrogatoire ce mardi au tribunal militaire de Ouagadougou. Des détails dans ce compte rendu de Zubavier David Dabiré et Draman Guéné. Léonce Koné à la barre ce matin et c'est un point de voile qui s'élève sur les implications et les soutiens politiques du putsch de septembre 2015. Poursuivi pour les infractions d'attentat à la sûreté de l'État et de coups et blessures volontaires, d'un ton ferme mais assuré, l'ancien deuxième vice-président du Congrès pour la démocratie et le progrès recuse les faits. Invité donc à livrer sa version au tribunal, le septuagénaire soutient que dès l'annonce de la rumeur faisant état de l'arrestation des autorités de la transition dans l'après-midi du 16 septembre, il dit s'être retrouvé au domicile de Maître Herman Yamiogo avec d'autres leaders politiques de l'ex-majorité. Nous y étions pour tenter de prendre des contacts en vue de mieux comprendre la situation, précise le leader politique. Dans la matinée du 17 septembre 2015, il découvre le communiqué du colonel Mamadou Bamba annonçant l'avènement du régime du Conseil national pour la démocratie. Très vite, Léonce Koné dit avoir émis le souhait de rencontrer le général Gilbert Djendjéré pour mieux comprendre la situation. Dans la même soirée, il est reçu au palais de Kossiam avec d'autres leaders politiques comme Maître Herman Yamiogo, Achille Tapsoba, Moïse Traoré et autres. Le général leur signifie que le coup d'État est une initiative des jeunes et que lui, Djendjéré, en portait la responsabilité. Il leur livre également les raisons qui ont motivé ces actions. Pour Léonce Koné, ces raisons sont convaincantes et entrent en droite ligne avec les récriminations que son parti formulait à l'endroit de la transition. Avec l'arrivée des chefs d'État étrangers à Ouagadougou, les partis de l'ex-majorité présidentielle ont également réitéré leur souhait d'un processus électoral inclusif. Un communiqué pour soutenir cette vision est même rédigé et divulgué le 20 septembre 2015. J'en approuve les termes et je l'assume, dira Léonce Koné. Mais comment peut-on soutenir l'inclusion sans soutenir le putsch, s'interroge le parquet militaire. C'est bien possible, rétorque Léonce Koné, qui invite le parquet à ne pas s'enfermer dans des dogmes. Mais selon les pièces du dossier, le 18 septembre 2015, Léonce Koné aurait reçu du général Gilbert Djendjéré la somme de 50 millions de francs CFA. L'accusation demande l'origine et la destination des fonds. L'accusé sourit avant de répondre « C'est le fruit d'une collecte d'argent de mes amis de Côte d'Ivoire. C'était une somme destinée à soutenir nos activités politiques », renchérit l'ancien vice-président du CDP, refusant de décliner l'identité des donateurs. Coïncidence troublante, s'exclame le parquet, du fait que l'argent soit venu en même temps que le matériel militaire récupéré à Niangologo, à la frontière Burkina-Côte d'Ivoire. Coïncidence inhabituelle certes, mais pas trouble, ironise le leader politique. Pour confondre l'accusé, le parquet lui livre un pan des messages issus de l'expertise de son téléphone portable. Il reconnaît les uns, refute les autres et garde une position nuancée quant à la crédibilité même de l'expertise du téléphone. Un peu plus tôt, Minata Gelware finit sa déposition à la barre et introduit une demande de liberté provisoire. L'audience reprend demain avec la suite de l'audition de Léonce Koné. Actualité sportive à présent avec tout d'abord cette brève. Les étalons ont été tenus en échec à part le score de 0 but partout face aux zèbres du Botswana. Le match s'est joué ce soir à Francistown. Et pendant ce temps, la Mauritanie s'est imposée 1-0 face à l'Angola et prend la tête du groupe 1 avec 9 points. Les étalons sont désormais deuxièmes avec 7 points. Et la prochaine sortie de l'équipe burkinabé, c'est pour le 18 novembre prochain à Luanda contre les Palancas Negras de l'Angola.
Et puis, en cyclisme, nous sommes à 10 jours du début du Tour international du Faso, 31e édition. Le comité d'organisation de cet événement sportif majeur était face à la presse ce matin pour faire le point des préparatifs. Des détails avec Salifou Belem et Jean Modesta Ouidraogo. Le Burkina Faso connaîtra dans quelques jours la 31e édition du Tour cycliste international. Et pour l'une des rares fois, le comité d'organisation se dit prêt. Le budget n'est pas encore bouclé, mais il y a moins de stress cette année. Le budget tourne autour de 470 millions en recettes et un peu moins en dépenses. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes plus sereins. Ce n'est pas comme les années précédentes où on est dans le doute. Avec l'appui financier, en tout cas, de la LONAB, on est très serein. Mais bouclé, en tout cas, pour assurer les défenses, je peux vous l'assurer. Sur 17 équipes invitées à ce grand rendez-vous, 12 ont fait parvenir leur bulletin de confirmation. Les 5 autres sont attendus pour ce mercredi 17 octobre, délai de rigueur. Les 4 pays européens que nous avons invités ont déjà envoyé leur bulletin d'engagement et déjà pour la plupart aussi leur plan de vol. En Afrique centrale, nous avons la RD Congo et le Cameroun. Et en Afrique de l'Ouest, nous avons la Côte d'Ivoire qui a confirmé, nous avons le Bénin, nous avons le Ghana et bien sûr les 3 équipes du Burkina. Le Burkina Faso présente comme d'habitude 3 équipes. L'objectif cette année, reconquérir le maillot jaune. Est-ce que nous avons les moyens de l'avoir? J'ai dit oui. Nous sommes en sport. Je crois que nous sommes sur notre terrain et vu les forces qui sont là, la compétition, effectivement, ça serait dur. Avec bien sûr une équipe continentale comme l'Allemagne. Mais je dis ceci, c'est vrai que nous présentons 3 équipes. Je dis ceci, nous avons 3 des éléments de l'équipe nationale qui peut faire la différence. Et la course se passe à la première étape. Comme il fallait s'y attendre, la question sur la sécurité a été évoquée. Et selon le superviseur général du Tour du Faso, Bourema Sourissi, la grande boucle sera sur haute surveillance sécuritaire. Et puis notre star dans ce journal, l'artiste comédien Adama Ouedraogo, plus connu sous le nom de Adam Ligidi, n'est plus. Celui qui fut également agent à la radiodiffusion télévision du Burkina est décédé dans la nuit d'hier à aujourd'hui à l'âge de 59 ans. Adama Ouedraogo a été inhumé cet après-midi au cimetière route de Cambouensin. Le reportage de Olopoda. Dernière séquence pour le comédien Adam Ligidi. Cimetière, route de Cambouensin, c'est ici que tout s'arrête pour Adama Ouedraogo. C'était mardi noir pour la radiodiffusion télévision du Burkina où il était en service jusqu'à sa retraite en septembre 2017, mais aussi pour l'ensemble du monde du cinéma burkinabé. C'était un agent public de l'État, volontaire, très dévoué à la tâche, que j'ai connu dès que je suis arrivé à la télévision comme stagiaire. Et c'est vraiment quelqu'un qui était totalement déterminé et dévoué aux tâches qui lui étaient confiées. Et de l'autre côté, vous avez également son côté artistique que beaucoup de gens connaissent. Et ce côté artistique, cette fibre-là lui a permis de servir, donc on va dire, à double titre l'État du Burkina à la télévision nationale. Amis, collègues ou parents, tous sont là pour un dernier hommage à celui qui savait s'aimer la bonne humeur autour de lui. Je retiens de l'homme un agent travailleur, en tout cas qui faisait tout pour plaire à tout le monde et pour, en tout cas, pour quel travail que tu lui demandais et confiais, en tout cas il le faisait très bien. Tel qu'il est dans le cinéma, il est dans la vie. Tel qu'il est dans le cinéma, joyeux, non. C'est sa vie comme ça. Il est naturel. Adama, en tout cas dans l'entourage, ses voisins au niveau du quartier, dans la famille, tout le monde sait que la qualité principale d'Adama, c'est sa générosité. Emporté par la maladie, dans la nuit de lundi à mardi, à l'âge de 59 ans, Adama Ouedraogo laisse derrière lui une veuve et 4 enfants.
Et nous découvrons davantage Adama Ouedraogo, ce comédien qui a eu pour première scène le théâtre radiophonique. Pendant longtemps, il a joué dans les pièces de théâtre à Radio Burkina avant d'embrasser une carrière de comédien à la télévision et surtout au grand écran. L'homme se glissait avec aisance dans tous les rôles qu'on lui confiait. Son portrait avec Godefroy Bazi. Adama Ouedraogo était un acteur sur les bouts des ongles. Tout a commencé pour lui à l'ensemble artistique de la radio-télévision du Burkina et à RTB, une troupe qui était spécialisée dans le théâtre radiophonique. Cette occupation n'empêchait pas l'homme de tisser une autre corde à son arc. Ainsi, il devint monteur à la télévision du Burkina. Avec la disparition de l'ensemble artistique et la création de la direction de la production audiovisuelle DPA, Adama Ouedraogo pouvait se consacrer à son jeu d'acteur. Et la série télé d'Abdoulaye Dao Vis-à-vis lui donnera la première occasion de montrer tout son talent aux côtés de Serge Henry, Abdoulaye Komboudri ou de Hippolyte Ouangrawa. De belles années d'humour et de rire qui vont passionner de millions de téléspectateurs. C'est de là que viendra son surnom d'Adam Ligdi, qui ne le quittera plus jamais. Adam Ligdi sera sollicité par de nombreux réalisateurs burkinabés comme Misae Bié, Pierre Yameogo ou Regina Fantanacro. Éloquent comédien, maîtrisant parfaitement tous les rôles qui lui ont été confiés, Adam Ligdi ne passait pas inaperçu. Son rire caustique et sa bonne humeur contagieuse resteront pour toujours sa marque de fabrique. L'acteur disparaît à l'âge de 59 ans, laissant derrière lui un monde de l'audiovisuel et du cinéma dans un nouveau désarroi. Par la paix à l'âme de Adama Ouedraogo et toutes nos condoléances à ses proches. Et puis on termine ce journal par l'actualité traitée dans la presse écrite burkinabé ce 16 octobre. Les quotidiens évoquent le soutien matériel de l'Union européenne au G5 Sahel pour la lutte contre le terrorisme. Les journaux reviennent également sur les activités organisées dans le cadre du 31e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara. La revue de presse est avec Abdoul Rasmane Zongo. Le mémorial Thomas Sankara est un monument qui comportera une statue géante en bronze de 5 mètres symbolisant le capitaine Thomas Sankara. C'est un hommage à un grand panafricaniste. Aujourd'hui, Faso s'en réjouit car c'est un grand pas que vient de franchir le Comité international mémorial Thomas Sankara. C'est dans l'enceinte du Conseil de l'Entente, précise les éditions Le Pays, où, je cite, « Il a été assassiné en 1987, fin de citation, que le père de la révolution burkinabé et 12 de ses compagnons seront immortalisés, et d'où le titre « Le phénix renaîtra là où il a été tué ». L'observateur note que l'émotion était vive et ajoute « Oui au symbole ». En attendant la justice. Dans la même veine, l'Express du Faso va plus loin et avertit, je cite, « Il ne faudrait pas que la pose de la première pierre du mémorial Thomas Sankara soit une façon d'enterrer le dossier Thomas Sankara. Il faudra situer les responsabilités, tôt ou tard, réclame le journal. Toute autre chose à présent, l'Union européenne vole au secours du G5 Sahel, rapporte le journal Le Quotidien. Je cite, les forces conjointes du G5 Sahel ont été équipées en matériel militaire d'un coût de plus de 65 milliards de nos francs. Une façon pour l'UE de soutenir la lutte contre le terrorisme et les crimes organisés. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 22h30 avec Ruth Bini Ouattara. Merci de votre fidélité à la RTB.